Il rentre plus tôt que prévu et découvre sa fille adoptive fouillant dans les ordures. La scène, d'abord, a quelque chose d'inconcevable. Une main minuscule qui tire maladroitement un sac plastique, le coup d'une petite tête qui surgit entre deux conteneurs comme si elle essayait de se rendre invisible. Tout autour, la maison brille, murs blancs immaculés, haies taillées au millimètre, l'allée éclairée par des lampes design. Et au cœur de ce luxe, un visage sale, un t-shirt trop grand, des chaussures sans lacets. Raphaël s'arrête sur le seuil, le bras encore levé, comme si le mouvement pouvait interrompre l'image. Il n'a jamais imaginé revenir et trouver ça. Son esprit d'abord refuse l'évidence, puis la réalité pénètre, lente et implacable. Sophia. Sa fille, adoptée 2 ans plus tôt, le corps frêle d'une fillette de 7 ans, les mains qui tremblent en rapportant un pain rassis. Son estomac se serre. Le monde, à cet instant, se réduit à ce contraste, l'orchestration parfaite d'une richesse qui ne protège plus ce qui devrait être le plus précieux. Sophia ne le voit pas tout de suite. Elle est concentrée, comme si l'acte de chercher dans les ordures était une expertise qu'elle s'applique à maîtriser. Lorsqu'elle tourne la tête et croise le regard de Raphaël, il voit la peur, pas seulement la surprise, une peur ancienne, profonde, habituée au silence et au secret. Son cœur s'effondre. Quelques pas et il est auprès d'elle, sans jamais crier parce qu'il sait que toute violence, même de mots, pourrait refermer une petite carapace déjà trop ordinaire. « Papa ?» dit-elle d'une voix qui ne ressemble pas à celle d'une enfant protégée par des maisons de verre et de marbre. Il y a une hésitation, une demande de permission pour exister. Raphaël l'attire contre lui. Elle tient le pain serré comme un trésor honteux. Il la sent se recroqueviller, comme si le contact physique pouvait à la fois effrayer et rassurer. Il sent aussi la colère, qui monte, chaude et sourde. Culpabilité d'avoir trop souvent choisi des avions plutôt que des dîners, contrats plutôt que rituels. Mais la colère n'est pas encore le moteur. C'est la précipitation d'agir, de protéger, de réparer l'irréparable. « Qui t'a donné ça ?» demande-t-il en chuchotant, même si la maison est vide. Il ne veut pas éveiller de soupçons, pas encore. La réponse arrive en un souffle. « Maman m'a dit de ne pas déranger. Elle dit que je prends trop, papa. Elle dit que je dois me débrouiller. » Le nom sort comme une blessure. Véronique, charmante, impeccable, omniprésente dans les photos de gala, présidente de je ne sais quelle association caritative. La femme qui avait souri au monde entier en accueillant une enfant perdue, la femme dont les discours parlaient d'empathie. Véronique, qui dans les discours publics parlait d'humanité et d'accueil comme d'une évidence. Raphaël sent le monde se fissurer. La dichotomie est aveuglante. Sophia a été adoptée à l'âge de 5 ans, 2 ans auparavant. Raphaël se souvient encore du jour où il l'avait tenue pour la première fois, une petite boule de silence et de curiosité. Il avait signé des papiers et promis un foyer. Le contrat moral entre eux semblait simple. Mais un foyer, il l'apprend à cet instant, n'est pas seulement un toit et des comptes en banque. C'est la tenue quotidienne des gestes, c'est la présence. Et son absence, même involontaire, a tissé un vide que quelqu'un d'autre a rempli d'exigences froides. Il la ramène à l'intérieur. La cuisine, d'habitude trop impeccable, devient soudain caverne. Les couverts trop polis tranchent la maladresse du pain dans ses mains. Raphaël sent qu'il doit agir lentement pour ne pas effrayer davantage Sophia. Elle évite le regard, mais lorsqu'il lui propose un verre de lait, elle prend la tasse comme si on lui offrait un trésor. Les traits de son visage se détendent, une fraction de seconde. Puis c'est la prudence qui reprend. Il lui pose des questions simples. « Où dors-tu » Elle répond par monosyllabes, des phrases brèves, enfantines, parfois incomplètes. Elle dit qu'elle mange dans une pièce séparée, derrière la porte de service, qu'on lui donne des restes parfois, qu'on lui a dit de ne pas ouvrir certaines portes, que parfois elle dort sur un petit matelas au fond d'un placard quand il y a des invités. Raphaël avale des mots qu'il ne veut pas encore prononcer. Il sent la rage monter, mais en mesure. Tout doit être fait selon les règles. Il n'est pas naïf. Les accusations sans preuve peuvent se retourner contre lui, et pire, blesser Sophia davantage.
L'appareil photo d'un reportage de gala, les campagnes de la belle-mère, ses apparitions humanitaires, tout cela pèse désormais comme une lourde hypocrisie. Mais Raphaël sait aussi que l'ennemi le plus dangereux n'est pas l'image publique, c'est la violence subtile, la dénégation, le lent effritement de la dignité d'une enfant. Il doit centraliser, documenter, protéger. Sans preuve, la parole se perdra dans les salons feutrés et les barrettes médiatiques. Il appelle George, ancien policier, chef de sécurité personnelle depuis des années. George comprend sans qu'on ait à expliquer. En moins d'une heure, il est à la maison. Il entre sans ostentation, observant la scène avec une précision clinique. La position des bacs, les traces de pas, une languette de sac plastique coincée sous une palette. Il parle bas, sur un ton de procédure qu'on a entendu des milliers de fois dans un commissariat, mais jamais dans un hall d'une villa de milliardaires. « Ne changez rien dans la zone », dit-il à Raphaël. « J'enverrai une équipe pour collecter les images des caméras de service. Il faut aussi un examen médical et une assistante sociale. On bouclera les accès. » Raphaël hoche la tête. Il sent que chaque mot est lourd et décisif. Il n'appelle pas la police immédiatement. Il sait que pour que la procédure tienne, il faut que les preuves soient recueillies légalement. Il ne fera rien d'illégal. Il pense à Sofia, à son regard, et comprend que ce qu'il fera maintenant déterminera son avenir. Sa main serre la tasse que la fillette a posée, et il se promet d'avancer par étapes. Sécurité, soins, preuves, justice. Il laisse Sofia dormir dans sa chambre, une vraie chambre pour la première fois depuis des semaines. Peinture sobre, livre, une peluche sur l'oreiller. Raphaël reste à proximité, incapable d'éteindre la lumière dans un coin. Il veut être sûr qu'elle ne revienne pas vers les bacs. La nuit est un mélange de veille et d'abandon. Il se sent plus proche d'elle que depuis sa naissance adoptive, mais aussi tenaillé par l'idée qu'il a manqué des signes. Le lendemain matin, le temps prend un aspect clinique. George a déjà commencé à travailler. Il a récupéré les enregistrements des caméras extérieures, parlé aux employés de maison à la dérobée, noté les allées et venues. Raphaël a contacté Henrik, son avocat de confiance. Henrik pose des questions, énonce des options. Examen pédiatrique, demande d'intervention sociale, audition discrète des personnels. Il met en garde. La belle-mère a assez de ressources pour engager une riposte. Elle a des contacts dans les médias, des avocats puissants. Tout doit être fait proprement. Raphaël sait tout cela. Il n'est pas surpris. Il avait choisi un monde où les images comptent plus que les faits. Mais désormais, les faits doivent vaincre l'image. Il demande à Henrik d'organiser une équipe légale et de préparer discrètement la documentation nécessaire pour une éventuelle procédure de retrait de garde. Tout se met en place avec une efficacité presque bienvenue. Assistance sociale, médecins, psychologues forensiques. Les professionnels, chacun dans leur langage, expriment la même priorité, la sécurité de l'enfant et la préservation du processus. Le pédiatre arrive dans l'après-midi. Docteur Béatrice est calme, professionnelle, ses gestes précis. Elle examine Sofia avec respect. Il n'y a pas de blessures récentes visibles, ou du moins pas d'indices que l'on pourrait qualifier de preuves contre une accusation de maltraitance physique explicite. Mais il y a des signes clairs d'un manque, poids en dessous des courbes adaptées, fatigue, fragilité du contact social. Docteur Béatrice recommande des analyses et un suivi nutritionnel et comportemental. Elle note dans son rapport des marques de dénutrition modérée et une hypervigilance qui, dit-elle, est compatible avec des situations de négligence prolongée. La consultante en psychologique, Dr Renata, arrive ensuite. Elle parle doucement à Sofia, pose des questions banales sur les couleurs préférées, sur l'école, sur des souvenirs heureux. Sofia répond par image. Un parc, un gâteau volé à une fête, le visage d'un papa riant une fois. À l'intérieur des réponses, Renata détecte les éclats d'attachement et la peur. Elle confirme la nécessité d'une évaluation plus profonde, mais insiste, il faudra du temps. La résilience n'est pas instantanée. Les progrès seront lents, parfois interrompus. Raphaël l'écoute, assis dans un fauteuil trop grand, et sent pour la première fois l'étendue du travail qui s'ouvre devant lui. Pendant ce temps,
Georges fouille calmement les archives numériques de la maison, les caméras des couloirs de service, les enregistrements des allées de livraison, même les logs d'accès au système domotique. Tout devient pièce possible. Il y a des heures d'enregistrement, des trouées de silence. Georges note des irrégularités, portes qui s'ouvrent brièvement la nuit, déplacements qui correspondent aux heures où Sofia dit être confinée. Il ne crie pas victoire. Il sait que le dossier doit être serré. Il prend des copies, les stocke sur des supports sécurisés, horodatés, prêts à être remis à l'avocat et à l'équipe d'experts. L'enseignante de Sofia, Juliana, est contactée avec précaution. Juliana est calme, chaleureuse. Elle confirme que Sofia a changé. Les dessins, d'habitude colorés et fluides, contenaient depuis plusieurs mois des images d'espaces clos, des petits personnages cachés. Certaines notes scolaires montrent un manque d'appétit pour la récréation, un refus des collations. Juliana se souvient aussi d'un incident où Sofia avait tenté de manger le goûter d'une autre enfant et avait été réprimandée. Son témoignage est discret mais précieux. Il montre un pattern, une répétition qui dépasse l'exception. Raphaël suit tout cela comme si son cerveau était relié à une table de montage. Chaque élément est une piste, mais il pense aussi au public. Véronique, la belle-mère, est une figure publique. Elle est présente dans les photos de remise de chèques, dans les soirées de gala, ses discours sur la dignité humaine repris dans les colonnes. Raphaël imagine déjà le battage. On montera en épingle les rares erreurs de son absence. On fera des raccourcis. On dira peut-être qu'il instrumentalise sa propre famille pour un spectacle juridique. Il a conscience que la bataille ne sera pas seulement factuelle. Elle sera aussi narrative. Il demande à Henrik une stratégie de protection de l'enfant, mais aussi de communication. L'avocat exhorte la prudence. Pas de déclaration publique hâtive, éviter les réseaux sociaux. Il faut construire le dossier avant d'entrer dans l'arène publique. Un mot mal choisi, une photo mal cadrée, et tout peut basculer. Pour l'instant, la prudence est une protection. Les jours qui suivent sont ponctués de gestes méthodiques. On change certaines habitudes domestiques pour la sécurité de Sofia. Georges redoute les rencontres fortuites avec les employés. Certains, loyalistes à Véronique, commencent à se rendre compte qu'un vent de soupçon souffle. Un majordome, discret, évite le regard de Raphaël. Une nounou qui avait toujours souri semble soudain moins libre dans ses mouvements. Les tensions deviennent palpables. La maison, qui était une scène lisse, se transforme en lieu de suspicion, de micro-conflits. C'est à ce moment-là que la première tempête médiatique, légère mais menaçante, fait surface. Une rumeur, lancée comme on jette une pierre dans un lac tranquille, atteint des journalistes qui gravitent autour de la famille. On évoque des tensions domestiques et différends privés. Véronique, qui sait manier la presse mieux que la plupart, publie un message public. Une photo d'elle souriante dans un centre pour enfants. Un texte sur la famille et la protection de l'enfance. Les likes affluent. Certains commentaires sont compassionnels. D'autres, plus blessants, insinuent que Raphaël cherche à salir une femme dévouée. La guerre de narratif commence. Raphaël ressent une double pression. Il doit continuer à construire le dossier, mais aussi empêcher que la narration publique n'écrase les faits. Il sait que Véronique peut retourner l'opinion très vite. Elle est éloquente et maîtrisée. Il sait aussi que s'engager dans une confrontation médiatique prématurée serait une erreur. Henrik insiste encore. Preuve d'abord, parole contrôlée. Un soir, alors que la pluie frappe doucement les vitres, Georges arrive avec une clé USB. Son visage est sérieux mais sans triomphe. « J'ai extrait des images de la zone de service, dit-il. Il y a des séquences intéressantes. Rien de définitif, mais il y a une fenêtre. » Raphaël sent son cœur battre plus fort. Il est prêt à regarder. Il verrouille la porte du bureau, demande à Sofia de rester dans la chambre avec une peluche. L'ordinateur s'allume, le lecteur se lance. Les images sont banales au début. Un livreur qui laisse un colis, l'employé qui ramasse la vaisselle, lumière automatisée qui s'éteint puis se rallume. Puis une silhouette apparaît dans le cadre tardif de la nuit. Véronique, en manteau sombre, s'approche de la porte de service. Elle regarde rapidement autour d'elle, jette un regard vers la caméra, mais pas directement, comme si elle essayait d'éviter de se montrer.
et ouvre la porte. L'image capte un mouvement de fermeture, très bref. On voit une petite silhouette au coin qui est repoussée à l'intérieur comme pour être mise à l'écart. La séquence est courte, non concluante, dira un expert, une image qui peut être interprétée de plusieurs façons. Pourtant, Raphaël sent l'air se retirer de la pièce. Il a des preuves, mais elles ne disent pas tout. Elles esquissent un tableau. C'est suffisant pourtant pour établir l'existence d'un pattern. Georges plante son regard dans le sien. « On a besoin de plus, dit-il. Mais c'est un pas. » Raphaël acquiesce. Il sait que le pas suivant devra être mesuré, formaliser le rapport médical, engager l'assistante sociale, sécuriser les témoignages. Il sait aussi que le moment où il sortira de l'ombre pour réclamer des comptes arrivera vite. Mais il ne veut pas se précipiter dans une lutte qui pourrait blesser Sofia davantage. Dans la pièce, l'ordinateur rejette des lumières bleutées, comme les lueurs d'une vérité naissante et fragile. Sofia entre alors, les cheveux encore emmêlés, et pose une main sur l'épaule de Raphaël. Elle ne parle pas. Elle ne comprend pas tout de l'image qu'il vient de voir. Mais elle sent qu'il est en guerre pour elle. Elle sourit, un sourire timide, et se blottit contre lui. Raphaël ferme les yeux un instant. La résolution prend forme dans son corps, lentement, inébranlable. Il lui murmurera demain des mots qu'elle n'a jamais entendus. « Tu n'es plus seul. » La bataille est entamée. Mais à ce stade, personne n'a encore crié victoire. La suite exigera des preuves plus nettes, des témoins courageux et une stratégie pour contrer la façade de bienveillance qui protège Véronique. Raphaël sait aussi qu'il devra se regarder dans le miroir. Il devra répondre de son absence. Le combat judiciaire possible ne se limitera pas à une lutte entre deux défenseurs. Il aura en son centre une fillette qui a besoin d'un père présent, d'une routine sûre, d'un travail long et patient de reconstruction. Les premières pièces sont rassemblées, les premières voix prêtes à parler. Mais le dossier, pour l'instant, est en devenir. Le téléphone de Raphaël vibre. Henrique l'appelle pour donner des directives supplémentaires. Les mots de l'avocat sont fermes, précis. Nous allons déposer une demande d'évaluation par les services compétents. Nous allons également constituer un dossier pour une audience de protection. Mais fais attention, dès que tu es dans la lumière, tu perds le contrôle du récit. Prépare-toi à être attaqué. Raphaël hoche la tête et regarde la maison. Il pense à la petite main sale qui avait fouillé les ordures comme si c'était une chasse. Il se promet de tenir. Il se promet d'être différent cette fois, de changer le rythme de ses priorités. Et tandis que la nuit s'étire, il sait que ce qu'il a vu dans ces images n'est que le premier signe d'une vérité plus vaste, d'un réseau d'indices qui devront être tissés avec patience pour donner à Sofia la protection qu'elle mérite. D'où nous regardez-vous? Dites-le en commentaire. Les jours suivants prennent la forme d'une enquête discrète mais persistante. Raphaël commence à tenir un journal des événements. Heures, faits, témoins possibles. Chaque soir, il annote des passages du rapport médical, transcrit des remarques de Juliana, enregistre des bribes de conversation avec Georges et Henrique. Les procédures juridiques sont mises en route. Expertise médicale programmée, rencontre avec une assistante sociale, Dr Patricia, et une demande officielle d'accès au dossier de scolaire. Tout cela s'organise dans une atmosphère tendue de soins et de précaution. Les premières confrontations avec le personnel de maison sont délicates. Certains, fidèles à Véronique, minimisent. D'autres semblent soulagés de pouvoir parler enfin à voix basse. Une ancienne femme de ménage murmure, pour la première fois, avoir vu Sofia manger derrière un rideau, à l'écart des dîners de famille. Un jardinier indique qu'il a souvent vu la porte de service fermée à clé à certaines heures. Chaque témoignage, même timide, devient un fil qui vient renforcer une trame de négligence. Véronique, de son côté, ne reste pas inactive. Elle renforce son image publique. Un article de magazine fait l'éloge d'une initiative pour les enfants défavorisés qu'elle a lancée. Une vidéo sur les réseaux sociaux la montre distribuant des fournitures scolaires à des écoliers. Les photos la montrent rayonnante. Le public, sensible aux belles images, commence à se polariser.
Certains expriment leur incrédulité face aux allégations implicites, d'autres demandent d'attendre les résultats. Raphaël sent la tension se déplacer aussi vers la sphère publique. Sa discrétion est à ce point essentielle. Un expert en communication préconise d'éviter toute déclaration émotionnelle. Mais Raphaël sait aussi qu'il ne peut rester une ombre. Il choisit donc, avec Henrique, de garder le silence public et de concentrer l'énergie sur la collecte de preuves. L'objectif est simple, une audience claire, un dossier médical, des témoignages corroborants et des images exploitables. Il refuse la facilité d'un duel d'opinion. Il veut une décision qui repose sur des éléments incontestables. Ce travail de construction nécessite de la patience et parfois des renoncements. Raphaël doit renoncer à sa spontanéité. Il doit se faire sobre, méticuleux, presque austère dans ses gestes. Il se rend compte que le luxe de ses choix d'autrefois n'a plus de sens devant l'urgence de protéger une vie fragile. Il aménage son agenda, efface des rendez-vous, annule des voyages. Les collaborateurs notent le changement. Certains s'en étonnent, d'autres l'acclament en silence. Puis un soir, alors que Raphaël consulte les nouvelles images récupérées, une séquence plus longue attire son attention. On aperçoit une porte qui s'ouvre, une silhouette qui pousse légèrement une petite figure au fond du couloir. Le cadrage n'est pas parfait, la résolution laisse place au doute, mais il y a une voix, à peine un souffle, que la vidéo a capté. Un mot, said sharply. Raphaël sent que, cette fois, les éléments commencent à former une phrase. Il sait qu'il faut être prudent. Il conserve la copie, double la sauvegarde et appelle Henrique. « Nous avons quelque chose, dit-il, mais ce n'est pas la sentence. » L'avocat répond par une question méthodique. « Le son est admissible ?» Une autre voix dans le silence répond « On fait analyser ». Alors que l'analyse commence, la maison poursuit sa vie de façade. Les réceptions continuent, les contrats d'image s'écrivent. Mais derrière les rideaux, il y a désormais une équipe qui travaille à démêler la vérité. Sophia, elle, reprend ses gestes d'enfant, entre une chambre à la lumière douce et des examens médicaux qui s'accumulent. Les rituels de la douceur réapparaissent, un livre lu au coucher, des goûters réguliers, un papa qui apprend à ne plus partir. La suite exigera encore du temps, des révélations et des choix difficiles. Mais pour la première fois depuis des mois, Raphaël sent la chaleur différente d'une présence. Ce n'est pas l'ombre d'une responsabilité reportée, c'est l'engagement concret. Il ferme la porte du bureau, l'esprit lourd mais déterminé, sachant que les preuves à venir devront être maniées avec le plus grand soin, tant pour la justice que pour Sophia elle-même. Les semaines qui suivirent prirent la forme d'un compte à rebours appliqué. Chaque étape avait son urgence et sa minutie, les rendez-vous médicaux, les auditions discrètes, la consolidation des enregistrements. Raphaël avait appris à mesurer l'impatience. Tout ce qu'il avait pressé jadis, décisions d'affaires foudroyantes, signatures en un soir, il les ralentissait désormais comme on cale une lourde horloge pour qu'elle ne s'affole pas. Il savait que la justice ne se remportait pas sur l'instant. Elle se construisait sur des pièces qui tenaient debout sous la lumière et qui ne se brisaient pas sous le feu des projecteurs. La première victoire, modeste mais précieuse, fut procédurale. L'huissier chargé de la mise sous scellé valida la chaîne de conservation des fichiers que Georget avait extraits. Chaque courriel, chaque sauvegarde, chaque copie remontait à une horodatation fiable, rédigée en présence d'un officier. Ce soin fit reculer l'une des stratégies prévisibles de l'adversaire, prétendre que tout avait été fabriqué. L'authenticité n'effaçait pas encore le doute du grand public, mais elle rendait une arme judiciaire possible. Véronique, qui jusque-là entretenait son image par petites touches calculées dans le monde des associations caritatives, ne tarda pas à employer des moyens que Raphaël avait pressentis. Sa communication officielle fut d'abord contenue, puis plus agressive. Sur son compte public, elle posta des photos d'elle dans un sourire lumineux, entourée d'enfants, légende délicate sur la solidarité et la famille. Son équipe de relations publiques travailla à sédimenter un récit. Un mari absent, des tensions mineures, une femme forte injustement attaquée.
La stratégie prit une tournure plus sombre quand des journalistes amis de Véronique publièrent des bribes anonymes. Conflit familial, désaccord sur l'éducation, tensions privées. Un blog influent, repris par des comptes à grand suivi, laissa entendre que Raphaël exploitait l'intimité familiale pour nourrir un règlement de compte. Des commentaires enflammés apparurent. Une petite partie de l'opinion publique se rangea immédiatement derrière la femme au sourire de philanthropie. Raphaël sentit la lame de la réputation lourde et prête à couper, mais il maîtrisait une autre lame, celle des dossiers bien tenus. Henrik négocia avec prudence. Il recommandait de ne pas sortir du silence au dehors, sauf pour rectifier des faits précis et sourcés. Trop de communication, disait-il, signifiait ouvrir la porte aux manipulations. En privé, Raphaël donna des interviews succinctes à son avocat, qui publia des communiqués mesurés. Demande d'enquête, volonté de protéger la fillette, respect du processus légal. Le message évitait l'émotion spectaculaire et enchaînait les obligations. Recueil des preuves, collaboration avec les autorités compétentes, protection de Sofia. Tant qu'on se limitait au dossier, la bataille restait sur un terrain que l'équipe de Raphaël maîtrisait. La belle-mère riposta sur un autre front, la mobilisation de témoins loyaux. Certains employés, longtemps proches de Véronique, furent invités à clarifier des événements. Des lettres anonymes signées d'anciens domestiques, parfois légendés de vérité partielle, cherchèrent à semer le trouble dans la chronologie. Une ex-employée écrivit à un magazine qu'elle avait vu Raphaël négliger ses obligations parentales, sans mentionner le frigo souvent fermé à clé, ni les médicaments périmés. Henrik rectifia, demandant des preuves, et déposant des contestations sur le caractère partiel des témoignages. La tactique de harcèlement visait à fatiguer et à forcer à l'erreur. Raphaël refusa de céder. Au milieu de cette tempête, les experts continuèrent leur travail technique. L'audio capturé sur l'une des séquences, un murmure initialement inaudible, fut soumis à une expertise de haute précision. Un laboratoire indépendant, mandaté par l'avocat, réalisa une cartographie sonique, comparaison de fréquences, analyse spectrographique, examen des signatures vocales. Le rapport conclut à une compatibilité forte entre la voix identifiée sur l'enregistrement et celle de Véronique, à un taux d'admissibilité élevé selon les critères forensiques. L'heure précise, indiquée par le système domotique qui horodatage les accès, correspondit aux déclarations recueillies, porte qui s'ouvrait, lumière qui s'éteignait, un bref mouvement capté par la caméra. L'expertise ne fut pas l'annonce d'une victoire immédiate. L'équipe adverse chercha d'abord à contester la méthode, la calibration des instruments, puis suggéra une manipulation numérique possible. Henrik répondit en publicité procédurale. Il invita l'expert à déposer sous serment, à expliquer la méthodologie en détail au tribunal. La mise en lumière technique profita à Raphaël. La complexité des contre-arguments fit reculer une partie des tentatives de discrédit. Les journalistes qui avaient un intérêt à comprendre, les rares qui cherchaient l'exactitude, commencèrent à poser d'autres questions. Derrière la scène médiatique, certains employés prirent la décision de parler à voix basse. Juliana, l'enseignante, fut la première à accepter de témoigner officiellement, non pas d'un rythme émotionnel, mais d'observation scolaire. Elle apporta des carnets d'évaluation et des dessins protégés par des scellés administratifs. On y voyait une répétition d'images isolées, escaliers sombres, figures qui se cachent, petits sacs transpercés. Son témoignage ne portait pas de jugement moral. Il décrivait une évolution, une fissure, un retrait progressif d'une enfant. En salle d'audience, la simplicité de ces éléments eut son poids. Puis vint un témoin inattendu, Ricardo, ex-compagnon de Véronique. Il accepta, après de longues hésitations, de parler au juge sous serment. Ricardo n'était pas un salaud repenti ni un allié. Il était d'abord un homme qui avait observé, à l'époque de leur relation, des signes de contrôle et d'indifférence devenus ensuite des automatismes. Il témoignait non pas d'actes précis contre Sofia, il n'était pas présent à ce moment-là, mais d'un profil comportemental. « Elle avait des règles pour tout », dit-il simplement.
Elle divisait, elle hiérarchisait les gens. Ce n'était pas méchant toujours, mais c'était tranchant. Elle savait comment faire sentir les autres moindrement importants. La cour écouta la parole comme un éclairage socio-psychologique, pas une accusation, mais un indice d'une personnalité qui pouvait, en certaines circonstances, légalement faciliter la négligence. La date de l'audience de protection fut enfin fixée. La salle du tribunal prit, ce jour-là, un air de théâtre grave, banc en chêne poli, juge en robe, public restreint. Des caméras de télévision stationnaient à l'extérieur. La presse avait appris l'existence d'une procédure et, sans entrer dans la salle, diffusait des images d'attente et de silhouettes. L'atmosphère était lourde. Raphaël, qui avait appris à juger l'effet et non l'image, garda un visage contenu. Sophia, protégée derrière un point d'appui peu visible dans la salle, tenait sa main. Ils ne cherchèrent pas l'applaudissement. Ils cherchaient une décision qui les mettrait à l'abri. L'ouverture de l'audience fut formelle. L'avocat général posa la pierre de la procédure, préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Henrique prit ensuite la parole avec la rigueur d'un maître d'assemblage. Il présenta l'ordre de pièces. Rapports médicaux, expertise psychologique, copies d'images vidéo, enregistrements audio analysés, témoignages scolaires, dépositions d'employés, log domotique. Un par un, ces éléments furent présentés sous scellé, puis ouverts, examinés. Le procureur, d'abord prudent, fit son travail. Questionner, pointer les failles, requérir plus de clarté sur la provenance des enregistrements. Les avocats de Véronique tentèrent d'ébranler la crédibilité de certains témoins. Mémoire floue, motivation personnelle, ambiguïté d'interprétation. Les débats tournèrent parfois à la technicité, aux nuances d'un mot qui pourrait signifier l'innocence ou la faute. Puis vint le moment décisif. Sur l'estrade, l'expert en audiovisuel expliqua la méthodologie. La capture avait été sécurisée par un dispositif placé légalement par le propriétaire de la maison, Raphaël, après consultation formelle avec Sarah, une technicienne spécialisée chargée de la sécurité. L'enregistrement avait été scellé et horodaté en présence d'un officier. L'expert passa la séquence au juge. Les haut-parleurs restituèrent une scène brève, sèche, qui fit se tendre la salle. Une porte que l'on pousse, des pas précipités, une voix qui se durcit en ordre, le bruit d'une porte que l'on ferme. C'était court, sans grand pathos, presque prosaïque. Mais la voix, sur la bande, avait un ton qui n'était pas celui d'une correction ordinaire. C'était l'intonation d'une directive, un « va dans le placard » prononcé sans hésitation. Le silence qui suivit fut lourd. À l'audience, la défense tenta d'amoindrir l'impact. On entend mal, on ne connaît pas le contexte, on ne voit pas la suite. Henrique demanda au juge d'entendre ensuite des témoins de l'employé de maison, une femme qui, depuis 10 ans, avait vu bien des choses, mais jamais osé parler. Sous serment, elle raconta comment, certaines nuits, la fillette disparaissait derrière une porte close et revenait le visage baissé. Elle parla de restes ramenés dans une chambre séparée, de réprimandes murmurées, d'une consigne de ne pas lui donner de plateau à table. Sa voix trembla à peine. Ces mots n'étaient pas sensationnels, mais ils inscrivaient un ordre, une régularité. La combinaison de cette déclaration et du segment audio forma des maillons d'une même chaîne. Le rapport médical prit ensuite le relais. La pédiatre, face au tribunal, lisa des extraits méthodiques. Courbe de poids retardée, signe de carence nutritionnelle modérée, accusé d'hypervigilance comportementale, recommandation pour un suivi psychologique intensif. Le médecin se garda d'attribuer des motifs moraux. Elle exposa des faits et des conséquences physiques et psychologiques. Le psychologue judiciaire, Dr Renata, confirma. Elle nota des schémas d'attachement perturbés, une anxiété de séparation marquée, une tendance à se nier pour ne pas déranger. Ces observations, mises bout à bout, n'étaient pas des preuves absolues de maltraitance intentionnelle, mais suggéraient une négligence répétée et un environnement peu propice au développement sain. L'audience n'était pas un jugement pénal, c'était une décision de protection. Le juge devait trancher dans l'immédiat ce qui garantirait la sécurité de l'enfant.
Les avocats de Véronique plaidèrent la préservation du lien familial et mirent en avant l'image publique de leur cliente, ses années de dévouement, ses prix, ses actions. Ils proposèrent des mesures moins radicales, supervision partagée, médiation familiale, évaluation prolongée. Henrique, méthodique, demanda au juge de voir la réalité du risque, l'existence d'un pattern documenté, l'absence de gestes de réparation visibles, l'impact sur la santé de Sophia. Il plaida pour une mesure de protection exclusive au père, le temps que les services sociaux concluent leur évaluation et que des recommandations thérapeutiques soient mises en place. Le juge prit le temps d'examiner les pièces, puis prononça une décision tempérée mais ferme, mesure de protection immédiate en faveur du père avec confinement de la garde principale à Raphaël, interdiction de contact de Véronique jusqu'à ce que des évaluations complémentaires aient été menées et qu'un plan de prise en charge soit validé par les services sociaux. Le juge ordonna également le signalement aux autorités pénales pour enquête sur les soupçons de négligence et la transmission des éléments pouvant constituer une infraction. Il précisa qu'il ne s'agissait pas d'une condamnation, mais d'une mesure nécessaire à la protection de l'enfant proportionnée aux éléments présentés. La décision contenait aussi un volet d'accompagnement. Il ordonna des mesures thérapeutiques pour Sophia, la mise en place d'un suivi familial et un accès facilité au travail de l'école. La réaction de l'audience fut contenue. Pour Raphaël, la décision fut un soulagement mêlé à une lourde émotion. Il sentit son cœur se briser et se reconstituer en même temps. Sophia, assise sur ses genoux, posa sa tête contre lui. Elle n'eut pas besoin de comprendre le détail du jugement pour sentir que la menace immédiate était écartée. La salle, stoïque, prit acte. Les médias informèrent, de façon factuelle, de l'ordonnance du tribunal. Les articles ne purent plus se contenter des suppositions. Il existait désormais des actes officiels. L'ordre judiciaire ne désarma pas la campagne de réputation. Véronique multiplia les recours juridiques et sa stratégie médiatique tenta de présenter la décision comme précipitée. Certaines personnalités publiques, qui lui étaient proches, exprimèrent d'abord de la réserve. Mais la force du dossier et la présence d'éléments techniques rendirent difficile une inversion nette. Au fil des semaines, quelques soutiens se retirèrent discrètement. D'autres restèrent, convaincus de sa bonne foi. Le procès médiatique provoqua des entretiens musclés et des débats publics sur la complexité des familles aisées. Mais pour Raphaël, la préoccupation était ailleurs, reconstruire un quotidien sûr pour Sophia. La reconstruction prit des formes concrètes et humbles. Raphaël réorganisa ses journées. Il n'annula pas ses responsabilités professionnelles, mais il en délégua l'essentiel. Il réduisit ses déplacements et consacra des matinées et des soirées à la routine. Il installa des rituels simples mais stables, petit déjeuner ensemble, lecture avant l'école, temps de jeu sans agenda. Sophia répondit par des petites victoires, une nuit sans terreur, un rire léger au parc, un dessin plus lumineux. Rien n'était linéaire. Il y eut des jours de retrait, des nuits de pleurs sans cause apparente, des rechutes dans l'hypervigilance. Mais il y eut aussi des progrès. La psychologue, étape après étape, nota des périodes de fixation et des moments d'ouverture. Le milieu thérapeutique offrit à Sophia un lieu où poser des mots sur des peurs, où nommer la honte, et où apprendre petit à petit que le soin pouvait être constant. La maison changea de ton. Les pièces ne furent pas redécorées pour cacher l'ancienne misère, elles furent adaptées pour sécuriser. Zone de passage bien éclairée, porte avec code partagé, un calendrier visible des présences, une équipe de soins impliquée. Raphaël engagea une personne dédiée à l'accompagnement de Sophia, une éducatrice spécialisée qui se mit à travailler avec elle plusieurs fois par semaine. Les repas cessèrent d'être une source de conflit. Des menus progressifs furent mis en place, adaptés aux besoins nutritionnels prescrits par le pédiatre. La patience devint la compétence première de la maison. Les anciens rituels de protocole cédèrent la place à un quotidien centré sur le lien. Sur le plan judiciaire, la transmission du dossier aux autorités pénales lança une enquête parallèle. Les procureurs examinaient les éléments, témoignages,
enregistrements et rapports médicaux. La procédure suivit son cours. Auditions complémentaires, convocation d'employés, confrontation. Raphaël ne souhaitait pas que la procédure devienne un spectacle public. Il laissa son équipe juridique agir. La juridiction pénale, elle, opéra à son rythme. Il était possible que Véronique fasse face à des chefs d'accusation de négligence ou d'abus psychologiques selon le cadre juridique applicable. Le dispositif qui avait commencé par une affaire de garde s'était trouvé désormais dans la sphère publique d'une enquête qui était entre les mains d'institutions impartiales. Ce fut un moment de vérité pour Véronique. À mesure que la procédure avançait, sa façade de perfection s'effrita. Quelques employés, qui avaient cédé à la peur ou à la loyauté, cessèrent d'assurer l'omerta. Les médias découvrirent des éléments contradictoires. Discours publics et actes privés ne coïncidaient plus aussi proprement qu'avant. Les organisations qui l'avaient auparavant associée à des campagnes commencèrent à revoir leur image. Certaines se détachèrent d'elle pour protéger leurs propres bénéficiaires. L'effet, pour Véronique, fut double. Perte de crédibilité publique et isolement croissant. La chute n'eut rien d'un vertige soudain. Elle fut une série de renoncements graduels, de portes qui se fermaient. Mais il restait légalement la présomption d'innocence et le travail des tribunaux. Pendant ce temps, Raphaël transforma la douleur en une action structurée. Avec Dr Renata et certains partenaires du secteur associatif, il posa les bases d'une initiative destinée à la prévention et à la protection des enfants vulnérables. Ce n'était pas pour lui un geste de revanche, c'était, selon ses mots, un engagement pour que d'autres ne passent pas par ce qui a failli arriver à notre maison. La fondation, créée sous un nom sobre, se concentra sur 4 axes: détection précoce dans les milieux domestiques, formation du personnel de maison et des professionnels de l'accueil, soutien aux familles en situation de fragilité et financement de structures thérapeutiques spécialisées pour les enfants affectés par la négligence. Raphaël réussit à constituer un conseil composé de spécialistes, de travailleurs sociaux et d'anciens dirigeants d'ONG, avec des règles claires de gouvernance pour éviter toute instrumentalisation médiatique. La fin de l'enquête pénale prit du temps. Les procédures suivent parfois un cours laborieux. Il y eut des auditions, des confrontations, des expertises supplémentaires. La vérité judiciaire ne ressemble jamais à un film où la sentence tombe en une scène. Elle est faite de détails comptables et d'interprétations normatives. Finalement, cependant, l'accumulation d'éléments, le rapport médical, l'audio et la vidéo, les témoignages corroborés, permis au parquet de saisir une qualification: mise en danger et négligence grave à l'encontre d'une mineure. Une convocation fut lancée, suivie d'une procédure qui aboutit, après plusieurs mois, à un accord de réparation et à des mesures restrictives pour la partie mise en cause. Le tribunal pénal, saisi de l'affaire, prit en compte la situation familiale, les remords éventuels, mais fixa aussi des mesures de réparation et d'interdiction de contact assorties d'un suivi psychologique obligatoire. Aucune procédure ne rendit ce qui avait été perdu, mais les décisions eurent un double effet. Elles empêchèrent toute récidive et elles reconnurent, juridiquement, que l'enfant avait été en situation de vulnérabilité inacceptable. La reconnaissance institutionnelle eut sa valeur symbolique. Elle ne sut pas effacer la peur, mais elle posa des balises pour l'avenir. Sur le plan intime, Raphaël dut affronter sa part de responsabilité. Les interviews pour la télévision n'étaient pas nécessaires à son cheminement. Il fit plutôt le travail en privé, demandant pardon à Sophia, d'une manière que les mots ne disaient pas seulement. Il alla chez la psychologue avec elle, non pour se défendre, mais pour apprendre comment tenir une présence réparatrice au quotidien. Les petites choses comptèrent. Apprendre à écouter sans tout résoudre, s'asseoir par terre pour jouer, lire des histoires sans regard à la montre. Les gestes parentaux se réinventèrent dans la durée. Parfois, il échouait, revenait sur de vieilles habitudes de gestionnaire. Parfois, il réussissait à être simplement un papa. Les progrès vinrent par étapes.
Après 6 mois, Sofia mangeait mieux, dormait plus régulièrement et partageait parfois des rires qui semblaient surgir d'une mémoire de joie retrouvée. Elle n'était pas guérie, loin de là. Il restait des peurs nocturnes, des angoisses scolaires, des colères mal situées. Mais l'arc émotionnel n'était plus celui d'une chute permanente. Il commençait une remontée, lente, ponctuée de retours en arrière, mais réelle. Raphaël accepta la réalité de la lenteur et, paradoxalement, la trouva apaisante. La patience devint un allié plus sûr que n'importe quelle décision immédiate. La création de la fondation devint un espace où Raphaël put investir son énergie de façon utile. Il finança un programme pilote dans plusieurs écoles pour former les personnels à détecter des signaux de négligence, à orienter rapidement vers les services adéquats et à offrir un accompagnement concret aux familles en difficulté. On développa un partenariat avec la municipalité pour faciliter l'accès aux consultations pédiatriques et psychologiques. La structure fut pensée pour être transparente, avec des audits indépendants et une charte éthique publique. Raphaël voulut éviter qu'une initiative née d'une affaire personnelle ne devienne un simple instrument d'image. Il le répéta lors du lancement officiel. Ce projet existe parce que j'ai vu ce que l'argent ne protège pas. Nous devons agir collectivement pour que la dignité des enfants soit concrète et non pas seulement verbale. Le chemin resta difficile. Certains reprochèrent l'implication d'un homme de pouvoir dans l'agenda social, craignant des tentatives d'influence. Raphaël accepta la critique comme une mesure d'alerte utile. Il ouvrit la fondation à des comités citoyens et à des voix critiques. Il s'assura que les décisions budgétaires fussent transparentes. L'objectif était clair, rendre le dispositif irréprochable. 1 an après la découverte qui avait déclenché la tempête, Sofia se tenait à l'entrée d'une école transformée, tenant la main de son père. Le monde extérieur n'avait pas disparu. Les journalistes continuaient d'écrire. Les anciens soutiens de Véronique avaient refait leur vie. La procédure judiciaire avait trouvé son rythme. Mais dans les gestes quotidiens, il y avait des signes. Elle dessinait des maisons colorées, elle allait à la cantine, elle acceptait désormais de raconter des morceaux de sa journée sans refermer la bouche. Un soir, alors qu'il regardait des photos anciennes, des images d'avant l'adoption, Sofia montra une petite photo où une fillette posait avec une adulte inconnue. « Celle-là, je la connais un peu », murmura-t-elle. Raphaël sourit, un sourire fatigué mais doux, et resta silencieux. La lenteur de la reconnexion exigeait qu'on la regardât sans la brusquer. Le dernier acte du récit ne fut pas une scène de verdict tonitruant, mais une petite cérémonie publique. L'inauguration de ce que la Fondation appelait un espace de veille, un lieu dans la ville où parents, personnels scolaires et travailleurs sociaux pouvaient se rencontrer, se former et orienter. Raphaël prit la parole sans emphase. Il parla de responsabilité partagée, de signes à ne pas ignorer et de l'injustice que représente la négligence. Il parla aussi, sobrement, de Sofia, en mettant l'accent non sur la douleur, mais sur la promesse. « Que nous soyons ceux qui tiennent », dit-il. Parmi les invités se trouvaient des professionnels, des familles aidées et quelques visages d'antennes associatives. Véronique ne vint pas. L'absence, parfois, est une chose qui parle aussi fort que la présence. La caméra du smartphone ne capturait pas d'éclat spectaculaire ce jour-là. Elle captait un banc de parc où une petite fille posa sa tête contre l'épaule d'un homme qui avait appris à être présent. La police, la justice et les soins avaient joué leur rôle. La société et l'argent n'avaient pas suffi seuls. La protection de l'enfance, conclut Raphaël, demandait une conjonction de gestes. Loi, vigilance professionnelle, solidarité communautaire. C'était un chantier. Les derniers chapitres ne firent pas disparaître la mémoire. Sofia, dans la sécurité nouvelle, gardait parfois des réactions qui rappelaient la peur ancienne. Un regard en arrière à cause d'une porte qui claque. Un retrait quand un adulte haussait la voix. Mais il y eut aussi des images qui n'appartenaient qu'à l'avenir, elle plantant une graine lors d'un atelier de la Fondation, elle racontant une blague à voix haute, elle montant à vélo dans un square sans s'arrêter à chaque bruit.
Ces petites victoires devinrent le matériau d'une joie moins fragile. La décision de transformer un traumatisme en action publique ne fut jamais présentée comme une panacée. Raphaël savait que certaines blessures restent à vif, mais il affirmait, à qui voulait l'entendre, que la responsabilité d'un parent va au-delà du foyer. Elle peut engendrer des institutions qui protègent d'autres enfants. « Je n'effacerai pas ce qui a été, disait-il, mais je peux m'assurer que d'autres ne vivent pas cela dans le silence. » Son engagement prit la forme d'un travail quotidien et d'une présence concrète, non d'un affichage. Le temps calma la fureur médiatique et disciplina les rumeurs. Les jours qui jadis avaient été noyés sous les projecteurs redevinrent plus simples. L'histoire de la famille ne fut plus un feuilleton à clics, mais une réalité que l'on respectait. Les procédures judiciaires conclurent par des mesures proportionnées et par un suivi long mais précis. Véronique, à mesure qu'elle subissait les conséquences, disparut des premières pages. La justice, lente, avait rendu des décisions. La société, parfois hâtive, retrouva un rythme plus posé. Et dans la maison, l'image qui avait tout commencé, la petite main dans les ordures, fut remplacée par une autre scène. Sophia, pieds nus dans l'herbe, riant à la course d'une bulle de savon. Raphaël la regardait, la gorge serrée d'une émotion qui n'était plus seulement douleur, mais engagement et espérance. Il savait que la reconstruction ne se résumait pas à un instant filmé. Elle s'écrivait en actes répétés, en présence fidèle, en décisions administratives parfois ennuyeuses mais nécessaires. Si l'histoire avait commencé par un choc, elle se termina par une promesse tenue au fil des jours. La maison brilla toujours d'un autre éclat, non plus celui d'une vitrine immaculée, mais celui d'un foyer qui avait appris, par l'effort, à devenir un refuge. La voix publique, qui parfois s'était montrée rapide à juger, réapprit la lenteur du soin. Au fond, la leçon fut simple et exigeante. La protection d'un enfant demande de l'attention, de la vérité et de la persévérance. Partout où l'on trouva une faille, des mains décidées à réparer s'approchèrent. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour sensibiliser d'autres personnes à la protection des enfants. Informez-vous, soutenez les associations locales et restez vigilants. Parfois le pire se cache derrière un sourire.